On dit que les chevaux sauvages ne recherchent jamais les humains à moins que quelque chose de plus grand que l'instinct ne les pousse. Un lundi matin, à Riverstone Transit, en moins de 5 minutes, un chien à la retraite allait révéler un secret qui glaçait le sang de tous les agents qui le voyaient. Personne ne remarqua la valise au début, jusqu'à ce que le policier se mette à grogner comme en Afghanistan, comme si quelque chose vivait à l'intérieur. Et il avait raison. Le brouillard matinal ne s'était pas encore levé. Une brume grise envahissait le parking, enveloppant les voyageurs fatigués, tasses à café et sacs à main serrés. Riverstone Transit était l'une de ces stations endormies, à la sortie de Columbus, dans l'Ohio, où rien ne se passait jamais jusqu'à ce que cela arrive. L'agent Dana Blake était adossé à sa voiture de patrouille, une barre protéinée à moitié entamée dans une main et une laisse dans l'autre. À ses côtés se tenait Trooper, son fidèle berger allemand. Son pelage était parsemé de gris, ses mouvements étaient réfléchis, mais son regard brûlait toujours d'une intention déterminée. Trooper n'était pas n'importe quel chien, c'était un chien canin des marines à la retraite, dressé pour flairer les explosifs, alerter les dangers cachés et se tenir entre la mort et son maître sans hésiter. Après des années dans l'armée et 2 ans de retraite tranquille, Trooper avait été réintégré dans le cadre d'un programme pilote local de chiens canins pour assister les policiers lors de patrouilles à faible risque. Dana, elle-même une ancienne policière, aujourd'hui une policière discrète et observatrice d'une 30aine d'années, était la partenaire idéale. Leur lien était discret, mais solide. Le système de sonorisation de la gare routière crépitait au-dessus de nos têtes. Une femme avec une poussette essayait d'empêcher son enfant de courir après les pigeons. 2 adolescents se disputaient des écouteurs. Tout était normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Le soldat s'arrêta à mi-chemin. « Soldat, qu'est-ce qui se passe ?» Dana suivit son regard. Les oreilles du chien se dressèrent vers l'avant, son corps se figea. Un grognement l'en s'échappa de sa poitrine, puis il bondit, tirant Dana quelques mètres en avant, le nez bas, la queue raide comme une tige. Il se fixa sur une valise marron en lambeaux posée sous un banc en bois, tout au bout du quai, coins éraflés, une roue cassée, rien d'inhabituel, sauf qu'elle n'avait pas d'étiquette, que personne aux alentours ne la réclamait, et que le comportement du soldat était passé du désinvolte au combat en quelques secondes. Dana plissa les yeux. Bon, ce n'est pas ça. Trooper commença à gratter la valise avec ses 2 pattes, pas comme il le faisait pour des stupéfiants, ni même comme il le faisait pour des explosifs. C'était différent, frénétique, presque désespéré. L'instinct de Dana s'est réveillé. Elle a fait un signe de la main à un agent de transport à proximité. Évacuez le quai. Faites reculer tout le monde, tout de suite. Les usagers ont regardé l'avertissement résonner sur le quai. Un agent de sécurité a demandé, « Alerte à la bombe ?» C'est possible, répondit Dana, les yeux rivés sur la valise et la main sur son arme. Ça pourrait être pire. Trooper laissa échapper un aboiement aigu. Elle s'approcha. Trooper, reste. Mais il ne le fit pas. Il gémit, se gratta de nouveau, puis fit ce qu'il n'avait pas fait depuis Coble, il resta assis, raide, silencieux, les yeux rivés sur la valise comme si elle était hantée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez qu'il ne s'agit pas seulement d'un sac oublié, mais aussi d'instinct, de loyauté et de la façon dont un chien a vu ce que personne d'autre ne pouvait voir. Si vous croyez au pouvoir des animaux pour sauver des vies, abonnez-vous dès maintenant à Héros pour les animaux. Nous vous proposons des histoires vraies de courage, de loyauté et du lien secret qui unit les héros à pattes et ceux qu'ils protègent. Centrale, ici 7 Charlie 6. Menace potentielle. J'ai besoin de renfort, d'une équipe de déminage et des services de protection de l'enfance en alerte. La voix de Dana était calme, mais ses mains commençaient à transpirer. Elle s'accroupit lentement, son regard croisant celui de l'agent. Parle-moi, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a? Juste à ce moment-là, Dana entendit un son si faible qu'elle crut presque l'imaginer, un gémissement. Elle regarda autour d'elle, personne d'autre ne semblait le remarquer. Puis le son revint, un sanglot étouffé, pas celui d'un adulte, pas celui d'un animal, celui d'un enfant. Dana retint son souffle et son cœur battait fort tandis qu'elle s'approchait de la valise. Le soldat gémit à son tour, comme s'il ne pouvait le supporter. « Mon Dieu » murmura-t-elle, « il y a quelqu'un là-dedans. » Mais elle ne pouvait pas encore l'ouvrir, le protocole disait d'attendre. L'équipe de déminage était sur place dans 10 minutes. Son instinct lui criait d'agir, mais si c'était truqué, elle en serait responsable. Elle recula et essaya de réfléchir. Mais la valise bougea d'un pouce, à peine assez pour qu'on la remarque. Dana dégaina son arme de poing. « Restez tous à l'écart » aboya-t-elle de nouveau. La zone était déjà presque entièrement dégagée, mais quelques personnes observaient encore derrière une clôture près de l'entrée de la gare. Le policier tapota à nouveau la valise, puis aboya 2 fois fort et fort, comme il le faisait pour signaler « vie humaine détectée ». Dana le fixa du regard. Puis, sans demander la permission à personne, elle tomba à genoux et l'ouvrit.
La fermeture grinça à contre-cœur, une odeur âcre la frappa d'abord, sueur, ruban adhésif, vieux tissu. Puis elle la vit, une petite basket, rose et jaune. Puis ses yeux, clignant de tous leurs yeux, terrifiés. Le garçon ne devait pas avoir plus de 4 ans. Sa bouche était bandée, ses poignets liés, ses genoux ramenés contre sa poitrine comme une tortue. Il était vivant. Mon Dieu, s'exclama Dana. Elle tendit la main et prit l'enfant dans ses bras. Il ne pleura pas, il ne parla pas. Il tremblait, comme s'il avait eu froid depuis longtemps. Trooper lui lécha doucement la main, et le garçon cligna des yeux. Dana a de nouveau appelé par radio. Ici Blake. Nous avons un enfant vivant, je répète, un enfant vivant enlevé. Demandez une ambulance et une intervention immédiate en cas de traumatisme. Je tiens l'enfant dans mes bras. Le regard du garçon croisa le sien sombre, confus et creux. Salut, mon cœur, murmura Dana, arrachant déjà le ruban adhésif de sa bouche d'une main tremblante. Tu es en sécurité. On te tient. Tu es en sécurité maintenant. Les ambulanciers sont arrivés en moins de 2 minutes. Le garçon a été transporté aux urgences pédiatriques de Saint-Marie. Dana ne laissait personne d'autre l'accompagner, sauf elle et Trooper. Le chien ne quittait jamais le garçon. De retour à la gare routière, les enquêteurs n'avaient qu'une seule question, qui avait laissé un enfant vivant enfermé dans une valise? La valise ne portait ni empreinte, ni nom, ni étiquette. Mais le policier avait déjà repéré une faible piste, une piste qui les mènerait plus loin que quiconque ne l'aurait imaginé. Les sirènes s'éteignirent tandis que l'ambulance tournait au coin de la rue, fonçant vers l'hôpital Saint-Marie. L'agent Dana Blake était assise à côté du garçon à l'arrière, une main agrippée à la civière, l'autre posée délicatement sur l'épaule de l'agent. Le berger allemand n'avait pas quitté l'enfant du regard une seule seconde. Ses yeux ambrés étaient fixes, calmes mais alertes, sa respiration était régulière, ses oreilles tournoyaient à chaque changement de son. Le garçon n'avait toujours pas parlé. Il serrait la manche de Dana comme si c'était le seul moyen de le rattacher à la réalité, pas de larmes, pas de mots, juste ce regard vide et creux. Il était trop silencieux pour un enfant de 4 ans, et cela en disait long à Dana, il était traumatisé d'une manière qu'elle n'imaginait pas encore. Tandis que l'ambulancier vérifiait ses constantes, Dana ne cessait de penser à la valise. Depuis combien de temps était-il là-dedans? Qui l'Y avait mis? Et pourquoi n'y avait-il aucun signalement de disparition d'enfant correspondant à son visage? Elle était encore en train de répondre à des questions quand son téléphone vibra. Inspecteur Ray Moreno. Dana glissa pour répondre. Parlez-moi. On a vérifié les images de surveillance, dit Ray. Tu ne vas pas aimer. Je n'aime déjà plus rien de tout ça, marmonna-t-elle. Horodatage, 5h42 aujourd'hui. Quelqu'un en souhaite à capuche gris a laissé la valise sous le banc. L'angle de la caméra ne permet pas de voir son visage. Pas de plaque d'immatriculation non plus. Juste un bus qui démarre juste après. Des pistes? Ray expira. On améliore l'image et on traque le bus. Mais c'était intentionnel, celui qui a fait ça n'a pas. Panique. Ils étaient calmes. La valise était bien fermée, comme il l'avait déjà fait. L'estomac de Dana se serra. Comme s'il l'avait déjà fait, répéta Ray, mais quelque chose dans tout cela ne ressemblait pas à une première. Elle regarda le garçon, qui avait maintenant un masque à oxygène sur la bouche. On en reparlera à l'hôpital. Lorsque les portes de l'ambulance se sont ouvertes à l'hôpital Saint-Marie-S, une équipe de traumatologie pédiatrique attendait déjà. Le garçon a été transporté d'urgence dans le couloir sur une civière, entouré d'infirmières et de techniciens. Dana et Trooper les ont suivis jusqu'à la file réservée au personnel autorisé. Dana s'est arrêtée. Trooper, lui, ne s'est pas arrêté. Il a essayé de le suivre, gémissant lorsque la porte automatique s'est refermée entre lui et le garçon. Tout va bien, murmura-t-elle en s'agenouillant. Tu as fait ton travail. Tu l'as trouvé. Laisse-les s'occuper de lui maintenant. Mais Trooper refusa de s'asseoir. Il resta à la porte, la queue raide, le regard droit devant lui. De retour dans la salle d'attente, l'air empestait l'antiseptique et le café brûlé. Dana était assise sur une chaise en plastique, les bras croisés, et regardait les informations locales diffusées sur une télévision en sourdine au-dessus de sa tête. L'histoire avait déjà fait les manchettes, un garçon retrouvé dans une valise à Riverstone Transit, le suspect est enfui. Elle détestait la rapidité avec laquelle les médias intervenaient. Il ne parlait jamais des détails. Il ne parlait pas de ce que l'on ressentait, de ce que ça faisait de bouleversant.
Elle se massa les tempes et regarda Trooper, allongé, mais toujours tourné vers le couloir. Il ne s'était pas détendu depuis leur arrivée. C'est à ce moment-là que le docteur Megan Price, responsable des urgences, est intervenu. « Officier Blake ?» Dana se leva. « C'est moi. » Le garçon est stable déshydraté, hypothermique et il présente des marques sur les poignets et les chevilles compatibles avec une contention, mais pas de fracture, pas d'hémorragie interne. Dana hocha lentement la tête. « Il a dit quelque chose ?» Le docteur Price hésita. Il n'a pas prononcé un mot. Il réagit au toucher et à la lumière, mais il ne nous a pas donné son nom ni même hoché la tête lorsque nous lui posons des questions. Dana regarda vers le couloir. « Je peux le voir ?» Le docteur Price lui fit signe d'avancer. « Oui, mais restez calme. Nous essayons de ne pas le submerger. » La pièce était silencieuse, à l'exception d'un bip sonore. Le garçon était recroquevillé, vêtu d'une blouse d'hôpital propre, les bras repliés sur sa poitrine. Son petit visage paraissait plus propre, mais toujours distant, comme s'il n'était pas encore revenu au présent. Dana s'assit à côté de lui. « Salut, dit-elle doucement. Tu te souviens de moi ? Je m'appelle Dana, et ce grand costaud, c'est Trooper. Il t'a aidé à te retrouver aujourd'hui. » Au nom de Trooper, le garçon cligna des yeux, puis leva à peine les yeux vers la porte. Trooper entra. Les doigts du garçon tressaillirent. « Tu aimes les chiens ?» demanda doucement Dana. Le garçon ne répondit pas, mais lorsque Trooper s'approcha et posa son menton sur le bord du lit, le garçon tendit lentement la main et toucha l'oreille du chien, puis enfouit sa main dans la fourrure. Dana retint ses larmes. Le garçon faisait confiance au chien, cela signifiait qu'il y avait encore quelque chose de bien en lui. Pendant ce temps, au poste, Ray Moreno était assis devant un écran de bureau, sirotant un café brûlé du distributeur automatique et rembobinant sans cesse les images de sécurité. Il y avait quelque chose de particulier dans la façon dont l'homme en sweat à capuche se déplaçait, trop fluide, sans hésitation. Il savait où était la caméra parce qu'il ne montrait jamais leur visage. Il mit la vidéo sur pause et zooma sur une image juste avant que l'individu ne s'éloigne. Une chose ressortait, un bracelet en fil tissé rose et blanc, probablement fait maison, au poignet gauche. Ce n'était pas un objet qu'un homme portait habituellement. Il prit son téléphone et composa le numéro de Dana. « Oui », répondit-elle d'une voix chuchotée. « J'ai quelque chose. Pas un visage, mais un indice. » Celui qui a laissé la valise portait un bracelet d'amitié rose et blanc au poignet. Dana fronça les sourcils. Alors on pense à une femme ? Soit ça, soit quelqu'un qui s'efforce d'en ressembler un, dirait. Mais le pire, c'est que nous avons comparé les visages de délinquants connus. Aucun résultat. L'individu en question n'est pas dans le système. Dana expira. Tu crois qu'elle va essayer de s'enfuir ? Déjà parti, dirait. Le bus part vers l'est à 5h45. Il pourrait être n'importe où maintenant. Ce soir-là, Dana ramena Trooper chez elle. Elle ne pouvait s'empêcher de penser au regard du garçon non seulement effrayé, mais sur ses gardes, comme s'il avait été dressé à ne pas parler, ou peut-être puni s'il le faisait. Elle s'assit sur le canapé, les yeux fixés sur le mur, sirotant du thé froid. Puis son téléphone vibra de nouveau, numéro inconnu, SMS uniquement. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il est plus en sécurité maintenant. Ne me cherchez pas. Dana se figea. Le SMS était introuvable, pas de numéro, pas d'identifiant, juste ce message. Elle le relut encore et encore, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il est plus en sécurité maintenant. Ne me cherchez pas, elle fixa l'écran, puis regarda Trooper. Il grogna non pas vers elle, mais vers la porte. Quelqu'un était passé. Le son retentit de nouveau, doux, grave, inimitable. Trooper se leva de sa place près de la porte et grogna, du fond de la gorge, les oreilles dressées, le corps raide, les muscles tendus comme un ressort. « Soldat » murmura-t-elle en s'approchant lentement de la fenêtre.
La lumière du porche vacillait, une brise effleurait la vitre. Rien ne bougeait dehors, pas de pas d'ombre, juste le bruissement des feuilles et le bourdonnement occasionnel d'un lampadaire luttant contre l'obscurité. Trooper resta immobile, les yeux fixés sur la porte. Puis, sans un bruit, il se retourna et marcha vers l'avant de la maison, le nez au sol, suivant une odeur que lui seul pouvait détecter. Dana attrapa sa lampe torche et le suivit. Elle ouvrit lentement la porte d'entrée. Rien. Elle sortit. Un paquet était posé sur le porche sans étiquette, sans ruban adhésif, juste une simple boîte marron. Trooper le renifla une fois, puis le retira légèrement. Dana s'accroupit. Il ne faisait pas tic-tac, il ne fuyait pas, mais quelque chose semblait intentionnel. Elle enfila des gants et ouvrit doucement le couvercle. À l'intérieur se trouvait un dessin d'enfant au crayon sur un cahier, un bonhomme allumette et un chien à côté. Une chaussette rose toute douce et froissée et une photo du garçon endormi sur un canapé bleu, entouré d'animaux en peluche. Il avait l'air paisible, trop paisible pour le garçon qu'elle avait vu enfermé dans une valise. Derrière la photo se trouvait une note, une ligne imprimée au marqueur noir. Je l'ai gardé en sécurité. Maintenant, c'est ton tour. La poitrine de Dana se serra. Celui qui avait laissé ça l'observait, savait où elle habitait, et il ne la menaçait pas, il lui transmettait une responsabilité, comme un tuteur qui passe le relais. Le lendemain matin, Dana était de retour à l'hôpital, privée de sommeil mais concentrée. Le garçon dont le nom n'était toujours pas connu avait passé la nuit en observation. Les infirmières l'appelaient Buddy. Il n'avait pas parlé, mais il s'accrochait à un ours en peluche. Le personnel hospitalier le lui avait donné. Trooper restait à l'extérieur de sa chambre, tel un protecteur silencieux. Dana a rencontré le docteur Price juste devant le poste des infirmières. Nous avons fait un bilan toxicologique, a déclaré le docteur Price. Rien d'anormal, aucun signe de prise de drogue. Mais nous avons découvert autre chose. Dana se prépara. Il n'est inscrit dans aucun système scolaire public de la région des Trois-Comtés, il n'a pas de dossier pédiatrique, aucune photo récente dans aucune base de données fédérale des personnes disparues. Tu dis qu'il n'a jamais été porté disparu, commença Dana. Le docteur Price hocha la tête. Nous ne pensons pas qu'il ait jamais été porté disparu. Dana sentit son estomac se retourner. Quelqu'un l'avait donc caché toute sa vie. L'inspecteur Ray Moreno était déjà dans la salle d'escouade de Dana à son retour. Il se tenait devant un mur couvert de photographies, de cartes et d'impressions numériques. Au centre, punaisé sur un tableau en liège, se trouvait l'image de la valise. En dessous, la phrase « Ce n'est pas la première fois » à l'encre rouge. On a trouvé quelque chose dans la doublure de la valise, dirait. Un petit morceau de tissu enfoui dans la couture. Il tendit à Dana un sac plastique. À l'intérieur se trouvait une étiquette avec son nom, arrachée à un vêtement, des lettres délavées encore lisibles, Monsieur Hollis. Dana cligna des yeux. Tu crois que c'est le nom du garçon? Rehaussa les épaules. Soit ça, soit celui qui l'a mis dans la valise. Dana prit sa tablette et tapa le nom dans le système. Aucun résultat. Ray se passa la main dans les cheveux. J'ai aussi retracé l'itinéraire du bus. La suspecte l'a peut-être pris. Si elle était restée, elle serait déjà à Oak Ridge, à 2 comtés à l'est. Dana marmonna, je conduis là-bas. Tu devrais rester avec le gamin, dirait. Si elle a laissé tomber ce carton chez toi, c'est qu'elle le surveille ou qu'elle te surveille. Dana hocha la tête. Soyez prudent. Cet après-midi-là, Dana était assise à côté du garçon dans la chambre d'hôpital. Trooper était allongé à ses pieds. Un petit plateau de compote de pommes et de pudding non consommé était posé sur la table de chevet. Le garçon était réveillé, regardant simplement par la fenêtre. Et, dit doucement Dana. Tu as déjà voyagé dans une voiture de police? Ce n'est pas si excitant. Les sirènes sont un peu bruyantes, mais le policier adore ça. Le garçon ne bougea pas. Dana fouilla dans la poche de son manteau et sortit le dessin de la boîte.
Elle le posa délicatement sur ses genoux. « C'est toi qui as dessiné ça ?» demanda-t-elle. Le garçon cligna des yeux, ses doigts tressaillirent. « C'est toi, n'est-ce pas? Et le chien ?» Un long silence, puis le garçon murmura, « Scout ?» Dana se figea. Elle se pencha. « Scout ?» Le garçon hocha la tête, la voix brisée. Il s'appelait Scout. Dana ne le corrigea pas qu'il s'agisse d'une peluche, d'un autre chien ou d'un protecteur imaginaire, peu importait. « Tu es en sécurité maintenant, dit-elle doucement. Personne ne te fera de mal. Il leva les yeux vers elle, les yeux écarquillés. Je te le promets, Dana déglutit difficilement. Je te le promets. Cette nuit-là, Ray a appelé Dockridge. Je crois avoir trouvé le point de chute, a-t-il dit. Il y a une cabane incendiée dans les bois, à environ 10 km du dernier arrêt de bus. Des randonneurs du coin ont signalé de la fumée il y a 2 jours. Les pompiers ont dit que cela ressemblait à du vieux papier et du tissu brûlé à l'intérieur. Quelque chose d'utile, demanda Dana. Ray dit, il y a plus. Des dessins comme celui de la boîte, cloués au mur le même enfant, le même chien. Et il y avait un matelas par terre, des chaussures d'enfant, des jouets. La voix de Ray baissa. Dana, ce n'était pas juste une cachette. C'était sa maison. Dana sentit un frisson. Alors pourquoi abandonner? Parce que quelqu'un se rapprochait, ou peut-être hésitait-il. Peut-être savait-elle qu'elle ne pourrait pas fuir éternellement. Le lendemain matin, Dana retourna au poste et trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres, ni affranchie, ni adresse de retour, juste son nom écrit à la main. À l'intérieur se trouvait la photo d'une femme blonde d'une 30aine d'années, avec des taches de rousseur et un regard doux. Elle se tenait à côté du garçon, plus propre, plus saine, dans un champ de fleurs sauvages. Au dos se trouvait une autre note, écrite à la main. Il m'appelait maman, mais je n'étais pas seulement quelqu'un qui essayait de l'être. Dana lut la phrase 3 fois, puis prit son téléphone et appela Ray. Il ne s'agit pas d'un enlèvement classique, dit-elle. Cette femme ne l'a pas volé, elle l'a peut-être sauvé. Dès que Dana raccrocha, ses doigts se posèrent à nouveau sur la photo. Le garçon obéit, Scout, Monsieur Hollis, qui qu'il soit vraiment se tenait à côté d'une femme dans un champ ensoleillé, des fleurs lui arrivant presque à la taille, sa petite main serrant la sienne comme s'il lui confiait tout point et elle m'appelait maman, mais je n'étais pas seulement quelqu'un qui essayait de l'être. La phrase tournait dans son esprit comme un faucon. Cela ne ressemblait pas à une confession, mais plutôt à une reddition. Et pourtant, l'enfant avait fini enfermé dans une valise. Alors quel genre de sauveteur avait fait ça? Dana sortit de son bureau et trouva Trooper qui l'attendait près de la voiture. Son nez se contracta, il renifla la photo dans sa main, puis tourna la tête vers le vent, comme si l'odeur était là, quelque part au loin, mais perceptible. « Allez, mon pote, dit-elle. Allons poser des questions difficiles. » Ils arrivèrent à Oak Ridge peu après midi. La ville était un assemblage endormi de restaurants familiaux, de prêteurs sur gage et de boutiques aux volets fermés, où les gens saluaient les policiers tout en les observant du coin de l'œil. Ray rencontra Dana près du départ du sentier menant à la cabane incendiée. L'endroit a été nettoyé par les pompiers, mais il est resté intact depuis, a-t-il dit. Vous êtes prêts? Est-ce que j'ai l'air prête? Demanda-t-elle en ajustant son gilet. Ray eut un sourire narquois. Ça ne se fait jamais. La randonnée n'était pas longue ou une vingtaine de minutes environ sur un chemin de terre sinueux bordé de grands pins et de broussailles. Des oiseaux gazouillaient au-dessus de leur tête, mais plus ils s'enfonçaient, plus le silence se faisait. Trooper restait juste devant eux, oreilles dressées, queue basse, scrutant le paysage. En arrivant à la cabane, Dana sentit un nœud se nouer dans son estomac. Ce n'était pas de la peur, c'était le genre de reconnaissance qui n'arrive que lorsqu'un mal profond frappe quelque chose de profondément humain. La cabane n'avait plus de porte, juste un cadre noirci. À l'intérieur, les murs étaient à moitié carbonisés, des traces de suie léchant le plafond comme des ombres figées en plein cri. Mais le sol était intact. Dessous, des dessins à la craie,
des petits bonhommes allumettes bleues, un soleil au sourire démesuré, une queue de chien grossière qui remue, une minuscule maison. Sur un mur, à l'abri des flammes, se trouvait un calendrier dessiné à la main et fixé avec du ruban adhésif médical. Chaque jour était orné d'un autocollant, des étoiles, des cœurs, des croix. La dernière date n'en avait aucune, juste une case vide. Elle traquait quelque chose, marmonnarait. Comportement routinier. Sécurité, dit Dana doucement. Ce n'était pas une cachette. C'était sa version de la structure. Le soldat se raidit soudain, la tête tournée vers le coin le plus éloigné. Là, derrière une chaise cassée, ils découvrirent une petite pile de livres brûlés ou des livres pour enfants, des histoires de chiens. L'un d'eux portait encore un titre à moitié lisible, Journée scout et le grand brave. C'est le nom, murmura-t-il. Scout, dit Dana. Pas soldat. De retour à la voiture, Dana examina à nouveau la photo. Ray se pencha et, ensemble, ils fixèrent la route devant eux, se demandant quelles questions ils poseraient et à qui ils s'adresseraient en premier. Contre le capot, se frottant la mâchoire, il dit, « Elle n'est dans aucun registre connu, dit-il. Pas d'empreinte, pas de traces. Mais la photo, elle a été développée dans un petit laboratoire photo à Marlow, à environ 65 km au sud. » Marlow, demanda Dana. La ville compte une épicerie et 2 stations-service, mais il y a aussi une clinique et des consultations gratuites sans rendez-vous, sans poser de questions. Dana sentit une étincelle s'allumer dans son cerveau. Tu penses comme moi, qu'elle a emmené l'enfant là-bas et qu'elle a payé comptant? Dana hocha la tête. C'est parti. La réceptionniste de la clinique, une jeune femme prénommée Cassie, aux boucles brunées à la mine fatiguée mais déterminée, plissa les yeux lorsque Dana lui montra la photo. Je ne suis pas censé divulguer les informations des patients, dit-elle. On n'est pas là pour les noms, répondit Dana. Juste pour confirmer si vous les avez vus. Ce garçon a été retrouvé abandonné, ligoté et traumatisé. La femme sur la photo l'a peut-être sauvé ou blessé. On ne sait pas encore. Cassie soupira et se pencha. Oui, je me souviens d'elle. On l'appelait Willow. Elle disait qu'elle n'avait pas de papier d'identité, qu'elle était venue peut-être 3 fois. La gamine avait des bleus, elle pleurait quand on lui demandait si elle voulait parler à quelqu'un. Elle disait qu'elle était juste de passage. A-t-elle déjà mentionné d'où elle venait, demanda Harry. Cassie secoua la tête. Non. Mais elle a demandé où trouver des pièces de poêle à bois et si quelqu'un réparait les toits par ici. Elle construisait quelque chose ou essayait. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance au refuge. Dana hocha lentement la tête. A-t-elle laissé des coordonnées? Cassie hésita, puis sortit un post-it du tiroir du bureau. Elle a laissé ça une fois, en disant que c'était un numéro d'urgence au cas où elle ne reviendrait pas, un numéro à 10 chiffres était gravé dans un coin. Dana a pris une photo. Merci. Vous venez peut-être de sauver la vie de cet enfant, une fois de plus. Plus tard dans la soirée, Dana et Harry étaient assis dans un restaurant avec des tasses fumantes de café noir et trop de choses non dites entre eux. Tu la crois? Demanda finalement Harry. Qu'elle essayait de le protéger? Dana regardait par la fenêtre, où Trooper reposait dans la voiture, la queue battant de temps à autre dans son sommeil. Je ne sais pas encore, dit-elle. Mais il lui faisait confiance, ce gamin. Il ne bronche pas à l'idée d'elle au pas comme il le ferait si c'était elle qui lui avait fait du mal. Harry soupira. Et ensuite? Dana fouilla dans son manteau, sortit la photo, puis le dessin de la valise. Regarde ça, dit-elle. Les fleurs les mêmes que celles d'Oak Ridge. Et ce dessin, la même maison, le même champ. Harry se pencha. Elle rôde dans le coin depuis un moment. Elle n'a pas disparu, elle se cache à la vue de tous. Et si on ne la retrouve pas bientôt, quelqu'un d'autre pourrait bien la retrouver, quelqu'un qui se fiche de la raison de son acte. Harry leva les yeux. Tu penses que l'enfant n'était pas son seul secret? Dana plia le dessin et se leva. On n'a fait qu'effleurer la surface.
De retour à l'hôpital, le garçon s'asseyait pour la première fois. Une infirmière l'avait convaincu de manger un demi-sandwich au fromage et de la compote de pommes. Quand Dana entra dans la pièce, il leva les yeux et sourit faiblement. Trooper trotta à ses côtés, lui donnant un petit coup de main. « Tu sais, » dit Dana, « ce dessin que tu as fait, il était magnifique. J'ai vu la maison. » Les yeux du garçon s'illuminèrent. « La porte bleue. » Dana hocha la tête. « Oui. Et les fleurs et le chien. » Il sourit à nouveau. Scout a aimé les fleurs. Dana se pencha en avant. Scout, c'était ton chien. Le garçon secoua lentement la tête. Non. Il était à elle, mais il me laissait parfois monter sur son dos. Elle disait que c'était bien, qu'il était vieux mais encore fort. Le cœur de Dana se serra. Tu te souviens comment elle t'appelait? Il hocha la tête. Miles. Dana se figea. Le nom sur l'étiquette, Monsieur Hollis. Enfin un nom. Un morceau. Et il manquait encore tant de choses. Il était presque minuit lorsque Dana était assise seule dans sa voiture de patrouille, garée en face de l'hôpital. Trooper ronflait légèrement sur la banquette arrière, sa patte tremblant comme s'il poursuivait quelque chose dans ses rêves. Les doigts de Dana tapotaient nerveusement le volant. Miles Hollis, le garçon, avait enfin un nom. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose, un fil. Elle repensait sans cesse à la façon dont il l'avait prononcé, doucement et fièrement, comme si on le lui avait enlevé. Elle sortit son ordinateur portable et commença à fouiller. Pas d'acte de naissance pour un certain Miles Hollis dans l'Ohio. Pas de dossier médical, pas de scolarité. Mais soudain, dans une base de données de 3e niveau contenant des dossiers d'aide sociale à l'enfance, un signal d'alarme apparut. Nom, Miles Hollis. Date de naissance, inconnue. Statut de garde, transfert de garde protectrice, 2019. Idée du dossier, expurgé. Parent au tuteur, règne, Camilla, parent maternel, non gardien. Assistant social, géant lait. Statut, fermé, abandonné. Dana fixait l'écran. La garde protectrice sous la garde de Camilla règne, une parente maternelle, lui disait quelque chose, et pas dans le bon sens du terme. Elle fouilla dans sa boîte à gants, en sortit son bloc-notes et retourna à une page précédente, lorsque la valise avait été découverte. Ri avait dit que la femme lui semblait familière, mais qu'elle n'avait pas réussi à trouver de correspondance. Maintenant, ils en avaient une. Le lendemain matin, Dana se tenait devant un bâtiment gouvernemental délabré, juste à l'extérieur de Columbus, les services à la famille et à la jeunesse. Moquette démodée, plafonnier vacillant, distributeur automatique hors service depuis 10 ans. Elle avait rendez-vous avec Janice en lait, une assistante sociale chevronnée qui semblait en avoir trop vu. Janice jeta un coup d'œil au dossier de Dana, puis leva les yeux vers elle. « Je me souviens de cette affaire. »« Tu te souviens de Miles ?» demanda Dana. Janice hocha la tête. « Et Camilla ?»« Un cauchemar depuis le premier jour. »« Raconte-moi tout. » Miles a été placé en garde à vue d'urgence après un incident familial impliquant son père biologique. Aucune publicité, très discrète. Il s'avère que le père, Martin Hollis, avait un dossier scellé concernant une précédente affaire de maltraitance, que les tribunaux ont manqué lorsqu'il a déposé sa demande de garde. Dana cligna des yeux. Ils ont remis le garçon à un homme dont le casier judiciaire était scellé? Janice eut un rire amer. Vous seriez surpris du nombre de signaux d'alarme enfouis sous la paperasse. Camilla Règne a tenté d'intervenir, c'était sa demi-tante par sa mère. Aucune plainte n'a été déposée, mais elle nous a supplié d'enquêter. Et toi? Janice soupira. On a essayé. Mais elle n'avait aucun droit de témoigner, et personne dans sa famille n'a voulu témoigner. Elle n'avait même pas de logement stable. L'affaire est classée. Le garçon est rendu à son père. Dana s'assit en avant. Et après? Janice hésita. Quelques semaines plus tard,
le père et Miles ont disparu. Aucune trace de la police, aucun article de presse. J'ai toujours soupçonné Camilla de l'avoir enlevé. Pourquoi? Janice baissa la voix. Si on lit entre les lignes, Camilla ne fuyait pas la loi, elle fuyait un système qui l'avait trahi. Dehors, Dana se tenait sur le trottoir, les yeux rivés sur les arbres qui ondulaient. Trooper lui donna un petit coup de jambe, sentant son malaise. Camilla n'avait pas volé le garçon, elle l'avait sauvé. Mais pourquoi le laisser dans une valise? Elle monta dans la voiture et appela Ri. Tu ne vas pas le croire. Ri l'écouta pendant qu'elle exposait tout, le lien de Camilla avec Miles, le système défaillant, les soupçons de l'assistante sociale. Il expira bruyamment. Alors elle l'élève en dehors du réseau depuis presque 5 ans? On dirait bien. Ri se tut. Dana, ce numéro sur le post-it à la clinique? On a eu un signal sonore, téléphone grillé, dernière utilisation il y a 72 heures à Ravenna-Solao. C'est juste au nord de la forêt nationale, murmura Dana, le cœur battant. Au cœur des bois, l'endroit idéal pour se cacher. Le trajet dura 2 heures. À l'approche de la lisière de la forêt, la route se transforma en gravier et le GPS s'éteignit. Trooper, désormais bien réveillé, les conduisit jusqu'à un sentier délabré, à quelques kilomètres d'arbres et de silence. Ri rejoignit Dana à l'entrée, lampe de poche à la main. Tu es sûr qu'elle est toujours là? Ri a répondu, c'est mon intuition. Et Trooper semble être d'accord. Trooper aboya une fois et disparut dans les arbres. Ils le suivirent sur 1,5 kilomètre jusqu'à ce que le sentier débouche sur une clairière. C'était là, une cabane de fortune, un toit en tôle, des fenêtres rapiécées, du bois empilé dehors, de la fumée s'échappant d'un tuyau sur le toit où il y avait quelqu'un à la maison. Dana a dégainé son arme. On y va prudemment. Avant qu'il puisse s'approcher, une voix s'éleva de l'intérieur, vous pouvez poser vos armes. Je ne vais pas m'enfuir. C'était une voix de femme calme, fatiguée, familière. Camilla Rain franchit le seuil. Elle paraissait plus âgée que sur la photo aux cernes sous les yeux, joues creuses mais avait toujours cette présence douce. Elle leva les mains. Tu l'as trouvé, n'est-ce pas? Dana hocha la tête. Il est sain et sauf. Les lèvres de Camilla tremblèrent. Bien. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Ri la menotte doucement. Elle ne résiste pas tandis qu'il la conduise vers la voiture. Elle regarde Dana. Je savais que quelqu'un finirait par venir. Mais il fallait que je lui donne une chance. Dana a demandé, pourquoi la valise? Camilla s'arrêta de marcher. Sa voix se brisa, j'étais suivi par quelqu'un qui savait où nous étions. J'ai paniqué, je n'avais pas le temps. Je savais que le seul endroit où il serait retrouvé rapidement serait un endroit où un chien le remarquerait. C'était stupide, mais c'était tout ce qui me restait cette nuit-là. Dana était assise dans le couloir de l'hôpital pendant que Camilla était examinée. Miles dormait dans sa chambre, bercé par le doux bruit de l'océan d'une infirmière. Un soldat gardait la porte. Le cœur de Dana se serrait. La justice n'avait pas toujours raison, mais une femme instinctive, un chien au dressage usé et un garçon qui ne cessait jamais de faire confiance, voilà ce qui l'avait sauvé. Ni l'insigne. Ni le système. L'amour et la loyauté. Le palais de justice était silencieux ce matin-là, pas de cris, juste des gens les mains jointes, les yeux fatigués, trop de regrets concentrés en trop peu de mots. Camilla se tenait devant le juge, vêtue d'un simple sweatshirt gris, les mains menottées mais la voix assurée. Je ne l'ai pas emmené pour lui faire du mal, a-t-elle dit. Je l'ai emmené parce que personne d'autre ne m'écouterait, et parce que je savais que si je le laissais là, il ne survivrait pas. Elle n'a pas pleuré ni supplié, elle a juste dit la vérité. Au dernier rang, l'agent Dana Blake était assis à côté de Miles Hollis propre, nourri, enfin souriant. Le policier était allongé à ses pieds, la queue battant doucement chaque regard dans sa direction. Le procureur a recommandé la clémence. Le juge a ordonné une évaluation psychologique,
des travaux d'intérêt général et le placement immédiat de Miles en détention provisoire, avec une procédure accélérée pour une tutelle complète par une famille d'accueil agréée ou un fonctionnaire qualifié. Dana cligna des yeux. Des mots chuchotés à l'avocat commis d'office. La femme sourit, vous êtes avec lui depuis le début. Le conseil est prêt à envisager votre placement si vous acceptez de l'accueillir jusqu'à son placement définitif. Dana baissa les yeux vers Miles. Il leva les yeux écarquillés, lui prit la main et hocha la tête. Il connaissait déjà sa réponse. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de paperasse, de consultations et de visites à domicile. La petite maison de 2 chambres de Dana est devenue un véritable espace familial, des puzzles sur la table basse, une pile de carnets de croquis sur le plan de travail de la cuisine, des poils de chien sur presque toutes les surfaces. Miles n'était pas bavard, mais il n'en avait pas besoin. Il commença à l'appeler des soldats et des noms courts et doux à murmurer quand les cauchemars le réveillaient ou que les orages faisaient trembler les vitres. Trooper devint son ombre, le suivant de pièce en pièce, se couchant sous la table entre Miles et toute porte ouverte. Plus qu'un instinct, c'était de la dévotion. Lentement, Miles commença à guérir. Il rit la première fois que Trooper aboya sur l'aspirateur. Il rayonna quand Dana lui acheta un nouveau sac à dos et lui dit. Lui, il pouvait choisir lui-même sa boîte à lunch pour l'école. Il ne dessinait plus la valise, il dessinait des champs, du soleil, des arbres, parfois une petite maison au toit de tôle et un chien nommé Scout assis sur le porche. Un samedi matin, quelques mois après l'audience, Dana reçut un appel. C'était Ray. Tu devrais peut-être regarder les infos, dit-il. Elle alluma la télévision, la chaîne locale Channel 6, dernière information, une agence d'État fait l'objet d'une enquête après la réapparition de dossiers de garde d'enfants liés à une affaire classée de 2019. La voix de Ray résonna au téléphone. Un lanceur d'alerte des services aux familles a soumis un audit interne complet. Il semble que les accusations de Camilla n'étaient pas seulement émotionnelles, elles étaient factuelles. Le père de Miles avait 2 rapports sous scellés pour mise en danger d'enfants. Le juge qui a accordé la garde a discrètement pris sa retraite l'année dernière. Dana s'assit lentement. Et maintenant, demanda-t-elle. Ils ouvriront une enquête officielle et abandonneront probablement toutes les charges restantes contre Camilla. Le système a été complètement détraqué. Dana baissa le volume et regarda la photo encadrée sur sa cheminée, Miles et Trooper assis sur le porche, côte à côte, paisibles et en sécurité. Pour une fois, la justice n'était pas qu'un mot, c'était une porte enfin ouverte. Camilla a été libérée sous surveillance une semaine plus tard. Elle a refusé toute interview avec les médias et s'est retirée discrètement, comme elle l'avait fait pendant des années. Mais un après-midi, avec l'accord de l'assistante sociale et des thérapeutes, elle a retrouvé Dana et Miles dans un parc du quartier. Elle avait apporté un ours en peluche et un livre en lambeaux, Journée Scout et The Big Brave. Miles n'a pas dit grand-chose, il a juste couru vers elle, l'a tenue pendant un long moment, puis s'est reculé et a dit « Tu m'as gardé en sécurité. » Camilla sourit. « J'ai essayé, ma puce. » Dana observait depuis un banc à proximité, la tête de Trooper posée sur sa cuisse. Ce n'était pas une fin de conte de fées, mais c'était réel et dans le monde réel, c'était largement suffisant. Un mois plus tard, Dana se tenait devant l'auditorium bondé de la mairie de Riverstone. Le maire, plus à l'aise pour couper des rubans que pour prononcer des discours, tapota nerveusement le micro. Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'agent Dana Blake et à l'agent K9 pour leur service extraordinaire et leur héroïsme. Mais plus encore, nous saluons la force de l'intuition et le lien qui unit un garçon et un chien qui ont tout simplement refusé de s'abandonner. La foule applaudit. Dana ne prit pas le micro, elle s'agenouilla juste à côté de Trooper qui portait une étiquette flambant neuve et un ruban autour du col et dit « Tu l'as sauvé. Tu nous as sauvés tous les deux. » Miles courut sur scène et les serra tous les deux dans ses bras tandis que la foule se levait. Cette nuit-là, après que les applaudissements se soient estompés et que les lumières se soient tamisées, Dana a mis Miles au lit, a allumé ses sons océaniques et a éteint la lampe. « Tu as encore peur ?» demanda-t-elle. Miles secoua la tête. « Grâce à Trooper, »
dit-il finalement. Il réfléchit un instant, puis ajouta, « Parce que je sais que je ne suis plus perdu. » Dana l'embrassa sur le front. « Tu n'étais jamais perdu, mon garçon. Tu attendais juste d'être retrouvé. » À partir de ce jour, chaque fois que Dana et Trooper traversaient la gare de Riverstone ou que ce soit pour patrouiller ou faire des courses, les gens s'arrêtaient, certains pour lui serrer la main, d'autres pour caresser Trooper, d'autres encore simplement pour le remercier. Car même si tout avait commencé par une vieille valise et un grognement dans le brouillard matinal, tout s'était terminé par quelque chose de bien plus grand, une seconde chance, une famille retrouvée, une ville transformée à jamais. Des histoires comme celle-ci nous rappellent à quel point les chiens ressentent profondément ce qui nous manque, comment ils protègent sans poser de questions, aiment sans condition et se battent pour nous-mêmes quand le monde refuse. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été à la place de Dana ce matin-là à la gare routière? Auriez-vous fait confiance à l'instinct du chien ou auriez-vous attendu le protocole? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à Heroes for Animal pour découvrir d'autres histoires fortes comme celle-ci, des histoires vraies de courage, de compassion et d'animaux qui ne cessent de se battre pour nous.